Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence virtuelle de la série 2024-2025. Je suis Sylvie Castonguay, maintenant présidente du conseil d'administration de l'AQDM. Et je tiens à remercier les partenaires financiers que vous avez vus passer, défiler avant que la conférence euh, commence. Donc, les partenaires financiers sont les sociétés Apellis, Astellas, Biogène et Roche. La QDM, toutefois, est responsable du contenu associé à cette activité et j'atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de nos partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de notre conférence. Nos conférenciers, David Trudel et Hélène Thibodeau, feront d'abord chacun une présentation à partir du thème de notre conférence. David et Hélène répondront ensuite aux questions que je vais leur poser. Ce sont des questions que vous avez posées lors de votre inscription. On a reçu plusieurs questions lors de l'inscription. Il est toutefois possible, durant toute la conférence, de poser des questions par écrit. Donc, les questions par écrit, vous pouvez les poser quand vous regardez l'icône qui est écrit Q et R sur votre écran. À ce moment-là, vous posez vos questions et moi, ben, je vais être l'animatrice de la période de questions. Je vais poser les questions en fonction du temps qui est disponible. Donc, je note aussi que cette conférence va être enregistrée sous forme de vidéo sur notre site web, qu'elle va être disponible sur notre site web et également sur notre chaîne YouTube dans une semaine environ. Puisque vous participez en direct, ceux qui participent en direct et toutes les personnes inscrites vont recevoir un courriel dans quelques jours avec le lien de l'enregistrement. Vous cliquez là-dessus et n'importe quand, vous avez accès à la vidéo. Alors, il est maintenant temps de présenter nos conférenciers. On va commencer par présenter Mme Hélène Thibodeau, qui est membre de la QDM et conférencière pour nous, de se présenter très brièvement parce que Hélène va ensuite prendre la parole sur le thème en deuxième partie de présentation. Donc, Hélène, ben, écoute, on se connaît bien, donc je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, bonjour à tous. D'entrée de jeu, comme Sylvie l'a mentionné, je suis membre de la QDM et conférencière. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que je suis atteinte de la dégénérescence maculaire sèche et humide. J'aurai l'occasion de vous en parler plus longuement tantôt. Pour en connaître un peu plus sur moi, je suis une gestionnaire de direction retraitée depuis 2018 et mère et grand-mère. Alors, ça va me faire plaisir de vous entretenir plus tard sur les aléas de la maladie dans ma situation. Merci Hélène. Hélène, dans le fond, va nous apporter le témoignage d'une personne qui est atteinte de dégénérescence maculaire. Et Hélène a aussi été pendant 2 ans présidente du conseil d'administration de la QDM, juste avant moi. Donc maintenant, c'est au tour de présenter notre autre conférencier, David Trudel, qui est chef des programmes psychosocial et entraide, ainsi que culture, sport et loisirs d'INCA. David, après s'être présenté brièvement, va poursuivre sur le thème de notre conférence qui est dégénérescence maculaire, faire le deuil de sa vie euh, d'avant. Donc, et Hélène pourra ensuite commenter sur le thème. Donc, David, merci beaucoup d'être présent ici avec nous et à la fois tu peux te présenter et commencer finalement, mettre la table sur le sujet. Merci beaucoup, Sylvie. Encore une fois, un gros merci à la QDM pour l'invitation à participer à votre belle conférence aujourd'hui. Donc, en effet, je m'appelle David Trudel-Bergamo. Tu m'as très bien présenté. Je travaille à la Fondation INCA depuis maintenant 5 ans. Je suis travailleur social de formation et de profession, mais aussi, je suis une personne qui vit aussi avec ce qu'on appelle une pathologie oculaire. J'ai la rétinite pigmentaire de type 2. Je suis une personne qui est considérée comme aveugle légale. Et maintenant, j'ai un pied dans la cécité fonctionnelle et dans la semi-voyance. Donc, je comprends très bien les enjeux vécus par tous les membres de votre association.
Donc, aujourd'hui, en effet, on va parler du deuil, du processus de deuil. En première partie, moi, je vais mettre la table avec un petit contenu théorique sur ce que c'est le deuil, comment nous le présentons à INCA et surtout comment ça s'articule dans la vie de tous les jours par la suite avec le récit de Hélène et aussi les questions de vos membres. Donc, pour mettre la table, premièrement, c'est quoi le deuil? Ben, le deuil, c'est un processus naturel, hein. C'est quelque chose que l'on vit, c'est une réaction face à une perte, quelle qu'elle soit. Elle peut être grande, moyenne, petite, mais c'est une réaction face à une perte. C'est une souffrance associée qui a une temporalité vis-à-vis de quelque chose que nous avons perdu. C'est un processus qui est humain, hein. On rencontre le deuil à partir de notre naissance jusqu'à la fin de l'aventure, hein, lorsque l'on va décéder et que l'on va engendrer le deuil à notre tour, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Bien sûr qu'ici, on va discuter du perte principal, hein, c'est-à-dire la vision, et les deuils secondaires, c'est-à-dire les conséquences engendrées par cette perte. Nous, à INCA, on utilise le modèle en trois étapes. C'est un modèle qui est simplifié, qui est vulgarisé, qui est très accessible à tout le monde. Ce n'est pas un modèle en 8-12 étapes comme on peut en rencontrer ailleurs. On n'est pas dans une classe universitaire ici. On est là pour mieux comprendre ce que l'on vit. C'est ça qui prime. Donc, le modèle en trois étapes, je vais vous présenter chacune des étapes et je vais résumer certains contenus de chacune d'elles. Et par la suite, on va pouvoir voir comment ça s'articule dans le réel. Donc, la première étape du processus de deuil est l'étape du choc. La deuxième étape, c'est l'étape de la désorganisation. La troisième étape, l'étape de la réorganisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, l'étape du choc, ça correspond au moment où, si on prend l'exemple d'une personne qui vit avec la perte de vision, va recevoir la nouvelle, comme par exemple un diagnostic. Ça correspond au moment où justement le choc est arrivé dans sa vie. Ça peut être le moment d'un diagnostic par l'ophtalmologiste. Ça peut être les moments où les premiers symptômes aggravants arrivent et affectent la réalité de la personne. Que la personne prend conscience qu'il y a quelque chose qui a réellement changé, que ce n'est plus pareil. Hein, le choc, c'est un terme qui est quand même assez, qui est très visuel, hein, qui dit tout par lui-même. Donc, on est en état de choc. Souvent, à ce moment-là, on peut avoir des réactions très classiques dans le sens de vivre du déni. Hein, on est en consultation avec notre ophtalmologiste et nous annonce qu'on a la DMLA, la rétinite pigmentaire, le glaucome, peu importe, et que progressivement, nous allons perdre la vue. Bon, ça, c'est l'annonce. Mais comment y réagir? Ben, certaines personnes vont réagir dans le sens du déni. Ah non, pas possible. Pas pour moi. Ben non, je suis un sportif. Ben non, j'ai jamais fumé. Ah non, je suis quelqu'un en santé. Ben non, j'utilise pas tant d'écran que ça. J'ai jamais porté de lunettes. Ça se peut pas. Ce sont tous des réactions qui vont dans le même sens. Et ce sont des réactions naturelles. Et pour la petite parenthèse que j'ai oublié de vous mentionner tantôt, le modèle en trois étapes, dans le fond, reprend les grandes étapes des modèles qui sont, on va dire, plus complexes. Mais en bout de ligne, tout ça se rejoint et l'idée, c'est de comprendre le concept même du deuil pour pouvoir se l'approprier et progresser tranquillement à son rythme dans son propre processus de deuil. C'est ça qui prime. C'est ça qui prime à la Fondation INCA et je suis certain que c'est ce qui prime pour les gens de l'AQDM quand ils vous accompagnent. Donc, on poursuit au travers de notre parcours du deuil. On est en pleine première étape, c'est-à-dire l'étape du choc. On a reçu une nouvelle accablante. On va perdre la vision à cause d'une pathologie oculaire. On a des symptômes aggravants. On s'aperçoit que notre réalité se met à changer. Les choses deviennent de plus en plus difficiles au niveau des tâches quotidiennes, des déplacements, de la communication.
Bref, on commence à vivre un certain état de souffrance cognitive et émotionnelle. Parce que ça, c'est important à comprendre. Quand on parle de psychologie là-dedans, ça incombe les deux, le cognitif et l'émotionnel. On n'est pas un, on n'est pas que l'autre, on est les deux. Et les deux s'entrecroisent pour faire un beau melting pot de confusion, de mal-être à ce moment-là. Mais la vie continue, nous continuons notre petit chemin et tranquillement, nous allons vers la deuxième étape. La deuxième étape, la désorganisation, ça correspond vraiment au moment où notre comportement, nos pratiques, c'est-à-dire ce que l'on fait au quotidien, et surtout de la manière dont on le faisait par le passé. Évidemment, nous, c'est par rapport à la perte de vision, donc la référence à avant est très importante. Ça correspond au moment où la manière dont on fait les choses ne correspond plus à la bonne manière de le faire dans la nouvelle réalité. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire euh, couper des carottes, aussi simple soit-il. Avec une planche, un couteau et une carotte, on tient, on regarde, il n'y a pas de problème. Mais ça peut devenir problématique lorsque l'on a une perte de vision significative et qu'on n'arrive plus à faire cette tâche qui était si simple avant. On a peur de se couper, on est maladroit, on se coupe, on échappe les objets, on ne les retrouve pas. Bref, c'est le chaos. Dans le pire des cas, bien sûr. Mais l'idée de la désorganisation, c'est que notre manière de répondre à nos besoins, les besoins des gens qui nous entourent aussi, ne correspond plus à notre capacité sur le moment présent à le faire. C'est souvent à ce moment-là que les premiers balbutiements avec les centres de réadaptation arrivent, que certains intervenants apparaissent dans vos vies et commencent à remettre en question nos façons de faire. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous avaient fréquenté les centres de réadaptation, les fréquentent, sont en contact avec des intervenants et travaillent dans différentes sphères de leur vie pour adapter, réadapter leur manière de faire et leur manière d'être vis-à-vis de la réalité présente. Dans l'étape de la désorganisation, c'est souvent là qu'on va retrouver des périodes de vulnérabilité psychologique beaucoup plus accrues. Par exemple, des périodes dépressives, des idées noires, des dépressions, voire des idéations suicidaires. Ce n'est pas la majorité d'entre nous qui va se rendre jusqu'au bout du spectre, mais quand même, la vulnérabilité psychologique est beaucoup plus accrue à ce moment-là parce que nous perdons nos repères. C'est vraiment là où la réalité nous rattrape, que les mécanismes de défense que l'on peut avoir mis dans notre vie au départ, comme par exemple le déni, de dire non, 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 c'est pas vrai, ça va s'améliorer, ou la négociation comme ah, si je prends tel complément, ça va aller mieux. Si je mange plus de carottes, si je fais de la gymnastique visuelle, ma vue va revenir. Ça, c'est de la négociation qu'on rencontre souvent entre l'étape du choc et de la désorganisation. Mais à l'étape de la désorganisation, c'est là où souvent les mécanismes de survie vont être, vont remplacer les mécanismes de défense qui étaient là au préalable. Là, les mécanismes de survie, ce que j'entends par là, c'est que si on ne fait pas un travail conscient et accompagné, soutenu par différents intervenants, on met des choses en place pour survivre. Comme par exemple, si je reprends l'exemple de couper des carottes, bon ben, je vais continuer à couper des carottes, mais souvent, comme un exemple, je vais essayer de me dépêcher plus. Parce que si je veux le faire de manière sécuritaire comme avant, il faudrait que je prenne mon temps. Mais à ce moment-là, prendre mon temps et prendre en considération le fait de mes limites visuelles, ben c'est pas d'actualité. Non, moi, ce que je veux, c'est couper des carottes comme avant. Je veux être capable de faire les choses comme avant. Donc, on met beaucoup d'énergie pour se dépêcher, essayer d'être au mieux semblable à ce que l'on était avant. Mais ça ne marche pas comme ça. En fait, ça peut marcher comme ça un certain temps,
mais c'est tellement énergivore au niveau physique, mental, émotionnel, voire social, qu'on ne peut pas durer sur le long terme de cette manière-là. C'est pour ça tantôt que je parlais de grands moments de vulnérabilité et d'épuisement. Moi, le premier, j'ai mis en place durant plusieurs années des mécanismes de survie, tant sur les tâches à la maison, au travail, dans mes déplacements et même mes relations sociales, ma manière de communiquer vis-à-vis des gens. Mais ça tient un temps. Et comme j'ai dit, c'est très énergivore. Donc, c'est pas ce que je recommande, mais c'est tout à fait humain et normal de s'y tenter. Jusqu'à temps. Et là, on progresse, hein? On progresse vers la troisième étape qui est la réorganisation. Alors, on progresse, on survit, on se dépense, mais tout ça, ça a un coût. Et un jour ou l'autre, on fait la balance de ce que ça nous coûte et ce que ça nous rapporte. Parce que d'accepter le fait que l'on doit changer nos manières d'être et de faire, ça l'incombe d'accepter la perte, d'accepter les pertes secondaires aussi. Puis c'est là que c'est le plus intéressant. C'est là où on parle de résilience. Parce que ce qui est important dans le processus de deuil, c'est la notion de résilience. Malgré l'adversité, malgré les coups qu'on peut manger, qu'on peut recevoir, la répétition et le temps, c'est de persévérer, de continuer son chemin malgré les embûches pour viser un mieux-être. Et la troisième étape, la réorganisation, c'est la période où on s'adapte. Est-ce que c'est facile? La réponse, c'est non. Mais c'est à ce moment-là où, justement, toutes les propositions des organismes comme la QDM, comme l'INCA, comme les centres de réadaptation, toutes les activités adaptées commencent à prendre forme, commencent à avoir une présence pour vous. Vous commencez à mettre la main à la pâte dans votre propre processus de réadaptation. Évidemment, ces trois étapes-là, c'est pas linéaire. C'est pas on passe de 1 à 2, de 2 à 3, en un an, toute l'affaire est bouclée, c'est réglé. Non, c'est changeant, c'est fluctuant. On peut faire des allers et retours entre chacune des étapes. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, ça peut en prendre 10, ça peut en prendre 20. C'est changeant d'une période à l'autre. Mais ce processus-là, sur la question qui nous intéresse, hein, le changement de notre vie vis-à-vis de la perte visuelle, ben, ça a une temporalité, puis c'est important de le considérer. Parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée, 365 jours par année, puis notre temps de vie est imparti. Donc, c'est important de savoir comment jouer ces cartes au mieux possible. Et ça, c'est ce qui prime dans le processus de deuil, puis au travers de la troisième étape, la réorganisation. On réfléchit mieux sur comment faire les choses et comment atteindre les choses que l'on veut atteindre. On est beaucoup mieux adapté et on utilise de manière beaucoup plus saine, on s'ouvre vis-à-vis de cette nouvelle perte-là. Ce qui va être très, très intéressant dans quelques minutes, je vais passer la parole à Hélène, parce que Hélène, je crois qu'au travers de son parcours, va grandement pouvoir nous illustrer ce que moi, je suis en train de vous présenter au travers d'un parcours très personnel. Et dans la dernière période, moi, ça va me faire plaisir de manière professionnelle, voire personnelle, de pouvoir répondre aussi à vos questions, parce que tout comme vous, je suis passé par ce même processus-là de manière personnelle, familiale, mais maintenant, mon travail est d'accompagner les gens dans ce processus-là. Ce qui fait que je pense être bien outillé pour être avec vous aujourd'hui. Donc, Sylvie, je te repasse la parole. Merci David. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très éclairant. D'une part, ton expertise comme travailleur social, ton expérience aussi en tant que personne qui maintenant est ce qu'on appelle un aveugle au plan légal. Ça veut dire que tu ne peux plus lire, écrire. En tout cas, tu as des limitations qui sont importantes. Donc, c'est un petit peu les deux que tu as partagés avec nous aujourd'hui. Puis effectivement, on aura la possibilité d'approfondir dans la période de questions. Je vais maintenant passer la parole à Hélène Thibodeau pour son témoignage. Merci beaucoup, Sylvie. David, merci infiniment d'avoir mis des mots
d'avoir mis une structure, une hiérarchie sur tout ce que j'ai ressenti et vécu lors de mon diagnostic. Alors, pour faire une histoire courte, je vais reprendre un petit peu ma présentation. Je suis une gestionnaire retraitée. J'ai la dégénérescence maculaire sèche depuis environ 10 ans et demi, c'est-à-dire autour de début soixantaine, et j'ai la DMLA humide depuis environ 5 ans et demi. Je n'ai pas vraiment réagi beaucoup lors de mon premier diagnostic de DMLA sèche parce que je travaillais encore, parce que j'avais pas le temps de m'en occuper, mais j'ai beaucoup réagi. J'étais en état de choc. Alors, je vais me référer, David, aux 3 étapes, là. J'étais en état de choc lorsque j'ai reçu mon diagnostic de DMLA humide, c'est-à-dire, on appelle ça la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dégénérescence, le mot est déjà inquiétant. Jusqu'à quel point ça va dégénérer, comment rapidement ça va dégénérer. Ce sont toutes des choses qu'on ne connaît pas, mais que j'ai appris à apprivoiser au fil du temps. Et c'est effectivement extrêmement terrifiant de recevoir une nouvelle de DMLA humide, de recevoir des injections parce qu'on ne connaît pas le pronostic de notre maladie. Et contrairement à différentes maladies, c'est une progression lente et asymétrique d'un œil à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc, on doit apprivoiser toutes les étapes de la maladie et essayer de s'organiser. Avant l'organisation arrive la désorganisation, comme tu l'as bien expliqué, David. Moi, dans la période de désorganisation, je me suis sentie brisée, endommagée et indésirable. C'est une souffrance et une douleur extrême. J'ai beaucoup pleuré, mais je me suis ressaisie. Mais c'est la réalité. Ce que j'ai vécu, c'est vraiment la réalité pour moi. Puis tantôt aussi, tu as parlé de choc. Après le choc initial passé, ben, la façon que j'ai trouvée pour surmonter mon deuil, mes difficultés, mon angoisse, mon anxiété, c'est de joindre la QDM pour recevoir le plus de connaissances possible sur la maladie. Et par la pleine connaissance de ma maladie, ben, j'ai constaté que j'avais aussi une certaine facilité à transmettre l'information et à expliquer les choses aux gens et à me les expliquer moi-même. Donc, cela, lorsque je donne des conférences, cela m'aide grandement. Et j'imagine que toi aussi, David, tu ressens un grand sentiment de contribution, de satisfaction à aider les autres et partager ta peine, ton vécu, ton expertise. Je prétends pas avoir l'expertise d'un professionnel, mais j'ai l'expertise d'une patiente, d'une personne qui vit avec la maladie. Alors concrètement, ce que ça a voulu dire, c'est que je suis devenue aussi la présidente de la QDM. J'ai occupé ce poste-là pendant 2 ans. Ça m'a permis de partager mes connaissances de gestion. Et ça m'a permis lorsque je suis devenue conférencière, ça m'a permis de partager mon expérience et mon vécu. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que même si on a beaucoup d'informations, même si on est bien entouré, lorsqu'on se couche le soir, on se sent quand même seul au monde face à une maladie dont on ne connaît pas l'évolution. Pour nous, on ne sait pas dans le temps comment ça va s'exprimer. Donc, c'est une souffrance, mais c'est aussi une anxiété qui est toujours là, toujours présente. Et j'aime dire que je ne veux pas faire le deuil de ma vie d'avant maintenant. Je préfère dire que je veux faire le deuil de ma vision parfaite parce que la maladie s'installe graduellement, lentement, et je ne vois plus en haute définition, même si j'ai une télé HD
c'est embrouillé. Euh, alors, j'aime dire on doit faire le deuil de notre vision parfaite parce que ça va s'exprimer puis avancer dans le temps de façon graduelle. Mais aussi, tantôt, quand tu as parlé de résilience, moi, je fais le parallèle avec le fait que l'être humain a une très grande capacité d'adaptation. Et la façon que j'ai trouvée, moi, pour m'adapter à ma situation, c'est d'entrer en mode solution, de trouver des solutions pour toutes les petites embûches que je commençais à vivre. Et quand je parle de petites embûches, ben, j- j'aime ça les appeler petites parce que c'est graduel, puis en même temps, ben, je trouve des solutions, mais je sais qu'éventuellement, la maladie va dégénérer, la maladie va faire en sorte que je vais perdre la vision. Je ne suis pas encore rendue au stade où j'ai perdu mon permis de conduire, mais je peux vous dire il me reste pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je vais voir ce qui va arriver avec ça. Mais la première chose sur laquelle j'ai dû agir, c'est au niveau de la lecture. Je m'étais aperçue au fil des ans que je lisais plus de livres. Tous les livres papier, je regardais ça, je lisais 10 pages, j'étais fatiguée. Il n'y avait plus assez de contraste, les caractères étaient plus assez gros. Et je me suis ennuyée de ça jusqu'au jour où j'ai découvert la liseuse et la tablette. Alors, quand on entre en mode solution, il faut trouver comment on peut continuer à faire les activités qui nous plaisent. Si la lecture, ça vous intéresse, c'est une passion pour vous, trouvez les moyens de continuer à lire. Alors, une liseuse, une tablette va vous permettre de grossir les caractères, d'augmenter les contrastes, parce que c'est ce qu'on perd beaucoup avec la DMLA, les contrastes, les couleurs. Et il y en a même, lors de mes conférences, qui me disent, moi, je ne suis pas capable d'écouter un livre, d'utiliser les livres audio. Ben, encore là, c'est une adaptation. Euh, Lire un livre et écouter un livre, c'est deux fonctions différentes qui font appel à des sens différents. Donc, il faut s'adapter. C'est une adaptation. Et au fil du temps, vous verrez, lorsque vous commencerez à écouter des livres audio, vous augmenterez même la vitesse de lecture parce que le mode concentration audio va s'être installé graduellement. C'est certain que ça demande des efforts, ce sont des sacrifices, mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite continuer à profiter de la vie, on souhaite continuer à profiter des choses qui nous passionnent. Là, j'ai parlé de la lecture, j'ai parlé d'entrer en mode solution, mais aujourd'hui aussi, les appareils iPhone, que ce soit Android ou Apple ou tablette, ont toutes des fonctions d'accessibilité. Même le site de la QDM a des fonctions d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut modifier l'apparence, grossir les caractères. Et ça, ma meilleure recommandation pour vous, c'est de les apprendre le plus rapidement possible pendant que votre vision est encore bonne. Parce que lorsque vous serez plus handicapé visuellement, ben, si on a déjà une connaissance des menus et des contextes d'opération, ben, c'est plus facile d'apprendre des nouvelles choses, comme par exemple le voice-over sur les appareils électroniques, etc. Donc, mon message pour vous aujourd'hui, c'est entrer en mode solution, continuer à vous adapter. Je sais que la conduite automobile, pour moi, ce sera un autre prochain gros deuil. J'espère que ça va arriver le plus tard possible, mais continuez à profiter des plaisirs de la vie avec l'acuité visuelle que vous possédez. Et nous, on va toujours être là pour vous soutenir à la QDM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène et David, pour cette belle introduction sur le thème. Puis j'aime bien, Hélène, ta vision positive du thème quand on a développé le thème.
faire son deuil de sa vie d'avant. Tu m'as fait réaliser que, ben oui, je vis avec une vision imparfaite. Et c'est comme le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Finalement, on a une vision imparfaite. Je veux juste un petit mot de ma part aussi là-dessus. On a mentionné que la dégénérescence maculaire est une maladie évolutive, asymétrique, qui peut atteindre, qui commence toujours en général par un œil. Ça commence la plupart du temps par la dégénérescence sèche et que ça peut évoluer. Dans la plupart des cas, ça évolue dans le deuxième œil. Ça peut devenir humide, donc avec des injections. Mais ce ne sont pas tous les gens qui vont atteindre, soit à cause du moment où ils ont eu leur diagnostic ou de leur longévité. C'est une maladie souvent liée à l'âge. On ne veut pas tous nécessairement avoir, se retrouver en cécité légale, c'est-à-dire que dépendamment de quand est-ce qu'on a commencé les maladies, comment il évolue, à quelle vitesse et à un moment donné, on va tous décéder. Donc, la période de temps varie d'une personne à l'autre. Donc, le- on ne le vivra pas de la même façon, mais les étapes demeurent les mêmes pour tout le monde. Moi, j'avais une question pour David. Euh, on parle des trois étapes, mais des fois, tu vas avoir dans ton processus, tu vas avoir tu peux avoir la dégénérescence sèche, puis là, la dégénérescence sèche peut prendre un certain temps. Tu peux avoir par la suite de la dégénérescence humide. Là, on va t'annoncer que tu vas avoir des injections. Et ça, c'est assez rapide. Ça ne se fait pas dans l'espace de 5 ans ou 10 ans. Est-ce que tu revis un nouveau deuil? Est-ce que tu vas revivre toutes tes mêmes étapes parce que là, tu as une vision assez rapidement, tu vas avoir un changement dans ta vie. Quoique ça va t'aider à garder ta vision, mais ça t'oblige à aller chez l'ophtalmologiste régulièrement. Ça vient de changer un petit peu ta vie. Qu'est-ce que vous voyez là, ça? Tu sais, c'est pas linéaire, c'est quelque chose qui peut, tu as des étapes des fois qui sont difficiles. Comment les gens euh, réagissent et doivent s'adapter? Oui, ben, très, très bonne question. Que ce soit par la DMLA ou tu vois, dans mon cas, et les personnes atteintes de rétinite pigmentaire aussi, hein, c'est le cas des maladies évolutives dégénératives. En effet, on a au travers du grand processus de deuil, on va dire des microcycles qui vont s'associer hein, avec les mêmes trois étapes liées au moment de perte visuelle plus significative, ou comme tu l'as très bien illustré dans le cas de la DMLA sèche, humide et tout ce que ça l'incombe, ben oui, on va avoir un micro-deuil X, Y temps après. Ça peut être à chaque 5 ans, à chaque 2 ans, peu importe, mais oui, ça, c'est le cas des maladies dégénératives et c'est ce qui est le plus partagé souvent par les usagers d'INCA au travers d'une rencontre justement qui porte, parce qu'on approfondit la discussion sur le deuil, surtout de la manière des rechutes psychologiques dans ce processus-là. Lorsque l'on vit un deuil à long terme, hein, il va y avoir des périodes de rechute et les moments dont tu parles, les périodes de dégénérescence visuelle plus significative ou de traitement, mais qui viennent réactiver tout ça, correspondent aux périodes de rechute. Donc oui, on fait un backstep, hein, on fait un pas en arrière. On peut revivre tout le contenu émotionnel et cognitif sur lequel on a déjà travaillé, mais là, je grossis le trait là, pour que les gens comprennent bien. Mais on peut revenir en arrière parce que, ben oui, notre situation a encore dégénéré. On s'était adapté, on s'était réorganisé. Mais là, la vie nous rappelle que, ah, non, non, c'est pas ça, c'était pas la ligne d'arrivée, là. Tu vas avoir encore du chemin à faire. Tu as une nouvelle réalité. Il va falloir se réactualiser, se réadapter. Et tout à fait, c'est reprendre, dans le fond, prendre un pas de recul pour en faire deux de plus. Ben, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, souvent dans ma pratique du travail social à INCA, je reprends aussi ce que Hélène a dit, c'est le mode solution. C'est très important. Et lorsque l'on va vivre ces périodes de rechute-là, c'est important de se rappeler par où on est passé et comment on y est passé, parce que euh, psychologiquement, on fait un très gros saut en arrière, mais dans le concret, on n'est pas à la même période.
mais souvent les gens oublient ça parce qu'ils sont dans le moment présent et c'est tout à fait naturel. Mais c'est pour ça qu'un organisme comme la QDM est là, INCA est là, pour les soutenir, puis leur montrer que oui, maintenant, tu as chuté parce que tu as on va dire, une rechute psychologique liée à une perte visuelle plus significative, mais tu n'es pas au même point qu'avant. Puis on est là pour te le rappeler, puis t'accompagner là-dedans. Parfait. Merci beaucoup. Ça m'amène à une question d'une participante qui nous demande effectivement, l'INCA, peux-tu nous dire en quelques mots, qu'est-ce que vous faites à l'INCA? Oui, oui, oui. À INCA, dans le fond, nous, on est un organisme pan-canadien. On est situé, nous, on est la division du Québec. On soutient les gens qui vivent en perte de vision, quelle que soit la pathologie et quel que soit le niveau de cécité. On peut être très bien en simple basse vision due à euh, une myopie sévère jusqu'à quelqu'un qui est en cécité fonctionnelle totale. Nous, on les accompagne à plusieurs niveaux, que ce soit psychosocial, j'en suis le représentant, que ce soit au niveau de la technologie adaptée, la défense de droits, des activités loisirs sportives, de l'employabilité, des chiens guides. Euh, on couvre un panel vraiment large de services et de programmes qui sont offerts à la grandeur du Canada et nous au Québec. Et dans le fond, nous, on est situé à Montréal, mais tous nos services sont offerts à la fois en présentiel et ont leur équivalent en virtuel. Parce que notre territoire, c'est le Québec. Ça fait beaucoup de kilométrage, beaucoup de gens à rencontrer, donc beaucoup de gens à aider. Fait que ce soit en présentiel ou en virtuel, tout est là. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Donc, pour nous, l'INCA, depuis 2 ans et demi, est devenu un partenaire important euh, parce que, dans le fond, la QDM est là pour aider à informer sur la maladie, orienter les gens vers les ressources qui sont disponibles dans le milieu, dont INCA est un partenaire privilégié, que ce soit les technologies adaptées, le grossissement de texte, il y a des cours là-dessus. Psychosocial, vous avez comme des groupes d'entraide virtuels et physiques dans la région de Montréal. Et dont la défense des intérêts de toutes les personnes qui sont en perte visuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui est complémentaire avec notre rôle. Nous avons aussi un volet de soutien. Les gens peuvent nous appeler pour avoir des informations sur la maladie ou partager des choses. On met les gens en contact avec d'autres membres qui ont la dégénérescence maculaire. Mais tout ça, c'est une riche possibilité. Dans le fond, ce qu'on veut dire aux gens ici, c'est qu'on n'est pas tout seul avec notre perte. Moi aussi, je suis atteinte de dégénérescence maculaire et donc la QDM, l'INCA et d'autres partenaires du milieu sont là pour vous aider. Alors, il faut profiter de ces ressources-là, les connaître et en profiter. Et les conférences font partie de ce bassin-là. Il y a une question qui nous revient souvent, qui est sur le fameux permis de conduire. Ça, souvent, quand on donne des conférences, puis ça, les gens se disent, mon Dieu, je vais perdre mon permis de conduire. À quel moment je vais perdre mon permis de conduire? Juste un volet technique là-dedans, là, le permis de conduire. À chaque fois que vous renouvelez votre permis de conduire, on vous demande si vous avez des maladies oculaires. Vous devez répondre, hein. C'est un questionnaire qui est obligatoire. Et vous avez à passer un examen chez l'optométriste. Mais Hélène, peux-tu témoigner un petit peu de ça? Oui, Tu en as parlé un petit peu tantôt, oui, mais d'accord. oui, c'est sûr que c'est une Ouais. pour beaucoup de gens, là. En fait, comme Sylvie l'a dit, à chaque année, lorsqu'on paie notre permis de conduire, on reçoit un formulaire et c'est une maladie à déclaration obligatoire, la DMLA. Donc, on doit le déclarer. Et par la suite, on reçoit un formulaire à faire remplir, un formulaire de la SAAC, Société d'assurance automobile du Québec, à faire remplir par notre optométriste, qui lui va évaluer de façon très précise notre vision périphérique et notre acuité visuelle. Pour conduire, on a besoin d'une excellente vision périphérique. euh, à tous les stades, le même central, on a besoin de bien voir. Puis l'acuité visuelle, les normes sont quand même relativement généreuses. Je vous réfère à l'article du docteur Falardeau là, dans notre bulletin. Je crois que pour les deux yeux ensemble, là, je ne me rappelle plus du chiffre, là, mais c'est quelque chose comme
peut-être 50% de notre acuité visuelle. Acuité visuelle, là, c'est vraiment le fin détail. Alors moi, je ne suis pas rendue à 50%, j'ai un petit peu plus. C'est pour ça que je vous dis que ma marge de manœuvre n'est pas si élevée. Mais je sais que lorsque je conduis, je peux lire les pancartes, mais pas à la même vitesse et pas aussi rapidement qu'une personne qui a, par exemple, 20 sur 20. Alors, ça, c'est très important de parler de ça avec votre optométriste, de faire remplir le formulaire. Et là aussi, il va y avoir probablement une perte graduelle du droit de conduire. Ça peut commencer par conduite de jour seulement, parce qu'on sait que le soir, nous, avec la DMLA, on voit déjà moins bien qu'une personne qui voit bien. Donc, dans le noir, surtout s'il n'y a pas d'éclairage, ben, ça se peut qu'on ne voit pas bien la route. Donc, l'optométriste vraiment est la meilleure personne pour vous orienter dans le formulaire, le remplir, le faire remplir et l'évaluation de votre acuité visuelle par rapport à ce qui est permis et légal au Québec. Puis tout ça, c'est Effectivement. pas dans le but de vous faire perdre votre permis, c'est pour votre propre sécurité et celle des usagers de la route. Il y a une question ici qui nous vient d'une personne qui est proche aidante, parce que, tu sais, on parle beaucoup des personnes atteintes, mais à un certain stade de perte visuelle, on peut avoir besoin de quelqu'un, soit pour nous accompagner chez le médecin ou pour nous aider à la maison, etc. Donc, une personne nous dit ici, comment aider une personne qui n'a plus sa vision centrale? Parce que nous, ce qu'on perd, c'est la vision centrale. On ne perd pas l'ensemble de notre vision, on garde notre vision périphérique qu'on peut apprendre à utiliser avec le temps davantage. Mais ce qu'elle dit donc, elle a perdu sa vision centrale, elle est très négative parce que son seul hobby était visuel. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans ce contexte-là? Donc, à s'adapter là, finalement. Je vais, David, je ne sais pas je vais si... tenter une réponse pour la question. Ben déjà là, je comprends très très bien. On en avait déjà discuté ensemble, Hélène, Sylvie et moi. Pour ce qui est des cas de rétinite pigmentaire de type 2, le format atypique, les symptômes sont très semblables à ceux de la DMLA, c'est-à-dire que nous, on perd la vision centrale en premier et la périphérique en deuxième, qui est l'inverse de la rétinite pigmentaire classique. Donc, je vous comprends, personne de la DMLA. Pour la question de la proche aidante, c'est sûr que je vous félicite de vouloir aider une personne qui est proche de vous à passer au travers de ça. C'est sûr que la perte de la vision centrale, ça va venir altérer hein, tout ce qui est ben, visuel direct, 3D, profondeur, couleur et tout, on le sait. Moi, je vous dirais d'essayer d'ouvrir le dialogue avec la personne vis-à-vis justement de ses champs d'intérêt. Comme par exemple, quelqu'un qui aurait été dans l'artistique, la peinture, la sculpture et tout. Dans le fond, ne pas confondre le besoin et le moyen. Parce que oui, on a des besoins, puis c'est au travers des moyens qu'on les assouvit. Mais souvent, on va confondre le tout. Puis l'exemple tantôt de Sylvie avec le fameux permis de conduire, c'est très illustratif de les gens ont besoin de se déplacer, les gens ont besoin d'autonomie, d'indépendance. La voiture, le permis de conduire représente ça, mais ce n'est qu'un moyen. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est l'illustration parfaite de l'autonomie et l'indépendance. Mais est-ce que c'est une fin en soi? La réponse, c'est non. Ça prend du temps à déconstruire cette manière de penser-là. Puis si on revient à la question au passe-temps de la personne, bien sûr que si ça fait des années qu'elle a des loisirs de tel type, c'est super gratifiant, c'est le fun et tout. Mais par exemple, de porter une vraie réflexion sur, OK, mais en quoi, quel besoin est-ce que j'assouvissais me donnait du plaisir au travers de l'activité. Parce que si vous identifiez ça, c'est beaucoup plus facilement transposable sur autre chose ou plus facilement adaptable, comme l'exemple aussi de la lecture audio que Hélène nous a parlé tantôt. C'est le même chemin, c'est le même schéma de parcours, d'adaptation. Donc, moi, c'est ce que j'aurais à partager pour soutenir votre personne aidée. Merci, David. Une autre question ici de Madame Lacroix. Bonjour, lors de mon rendez-vous annuel avec l'optométriste, ils m'ont fait passer une photographie du fond de l'œil.
L'optométriste m'a dit que je faisais de la DMLA, qu'il n'y avait rien à faire et qu'il était inutile de consulter un ophtalmologiste. Ma question, devrais-je insister pour voir un ophtalmologiste et passer un OCT scan? Hélène, veux-tu répondre à cette question que tu connais bien? Oui, merci Sylvie. Madame Lacroix, oui, oui, moi, j'irai consulter un ophtalmologiste. Je vous ai pas parlé tantôt de ma très mauvaise expérience. Mon diagnostic de DMLA humide est venu très, très tard. J'ai perdu du temps et c'est ce qui m'a fait perdre de la vision. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand on commence à recevoir des injections, ça contrôle la maladie et ça empêche la vision de se détériorer même si la sèche en arrière-plan continue d'évoluer. Alors moi, mon conseil, c'est oui, aller consulter un ophtalmologiste, demander un scan, parce que l'ophtalmologiste va être en mesure d'évaluer s'il y a de l'activité parmi les couches profondes de la rétine, de l'activité, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins anormaux, du liquide. Ils sont en mesure de voir ça plus rapidement qu'avant. Alors, prenez pas de chance, consultez, puis c'est jamais mauvais de demander une deuxième opinion. C'est ce qui m'est arrivé. L'ophtalmologiste qui me soigne actuellement, le rétinologue, c'est une deuxième opinion que j'ai demandée et c'était absolument nécessaire. J'avais été échappée en première ligne. J'ajouterais en complément d'information que, d'une part, quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez rien faire par rapport à votre maladie, là, au plan médical, ou l'optométriste, c'est pas médical, mais il y a des possibilités. Allez sur notre site web, il y a beaucoup d'informations sur ce qu'on peut faire pour essayer de mieux vivre, mais de ralentir comme on le peut, d'une part avec les suppléments vitaminiques, là, mais aussi avec les habitudes de vie. D'autre part, suivez nos actualités. La QDM se tient au courant de ce qui se passe au niveau médical, scientifique, sur les traitements, sur les aides visuelles. Inca est d'ailleurs un fournisseur d'équipements, pas fournisseur, mais revendeur. Ils ont un spécialiste qui peut aider aussi pour les aides visuelles. Mais il y a un avenir, même pour la dégénérescence maculaire sèche. Actuellement, on voit des choses qui vont poindre à l'horizon, comme des traitements prometteurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a quelque chose à faire. Ne pas penser que ce n'est pas une réponse qui est adéquate là, de venir vous dire que vous ne pouvez rien faire. Surtout à l'heure actuelle, il y a un bouillonnement au plan scientifique et au plan de toutes sortes d'aides qui vont nous arriver. Donc, suivez nos actualités et gardez courage et participez à nos réseaux, que ce soit à l'INCA, à l'EQDM ou autre, pour vous aider. On a une autre question ici qu'on voit souvent, puis elle est au plan médical, mais quand même, je pense qu'elle est importante. L'atrophie a-t-elle comme finalité la perte totale de la vision, c'est-à-dire l'atrophie géographique et la perte, qui est la mort des cellules de la vision centrale? Hélène, veux-tu commenter là-dessus? Oui, oui. Ce qui est important de savoir, là, c'est que lorsque vous avez la DMLA sèche, puis je ne parlerai pas d'humide, là, euh, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation, c'est pas tout le monde qui va faire de l'atrophie géographique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Toutefois, lorsque vous recevez un diagnostic d'atrophie géographique, ça, c'est ni plus ni moins que la mort progressive des cellules de la macula. La macula, c'est ce qui vous donne votre vision centrale, celle des fins détails. Lorsque vous perdez la vision centrale, ben vous ne perdez pas votre vision périphérique. Alors, l'atrophie géographique ne va pas habituellement s'étendre à l'extérieur de la macula parce que à ce moment-là, ce serait une autre maladie comme celle de David, de la rétinite pigmentaire. Lui, malheureusement, ça a commencé au centre, puis ça s'est réparti dans la rétine au complet, là, dans la périphérique. Mais l'atrophie géographique comme telle ne devrait pas vous faire perdre votre vision périphérique, mais oui, ça peut vous faire perdre votre vision centrale. Puis comme Sylvie l'a bien expliqué tantôt, il y a beaucoup d'activités au niveau de la recherche et de nouveaux médicaments. D'ailleurs, il y a deux médicaments qui sont actuellement utilisés
utilisé aux États-Unis pour l'atrophie géographique, pas encore au Canada. On attend d'autres validations, mais c'est à suivre. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon ophtalmologiste, un bon spécialiste, même un rétinologue, qui, lui, sera plus à l'affût de ça qu'un optométriste. On a plusieurs questions sur des aspects précis, là, des ressources qui seraient disponibles là, dans le milieu, sur que ce soit si j'ai plus mon permis de conduire, comment est-ce qu'on pourrait m'aider dans mes déplacements, comment je vais payer mes factures si je ne suis plus en mesure de bien voir. Est-ce que je peux avoir un soutien psychologique plus personnalisé? Le temps passe, il reste à peu près 5 minutes. Moi, je vous dirais, là, allez voir, d'une part, il y a un numéro que vous devriez connaître là, quand vous êtes en perte d'autonomie, qui est le 211. Le 211, dans pas mal toutes les régions du Québec, quand vous composez le 211 et vous posez des questions, c'est l'aide communautaire, ça. Donc, si vous avez besoin d'aide pour le transport, besoin d'aide pour, je ne sais pas, cuisiner, etc., faire des repas, il y a toutes sortes de possibilités d'aide communautaire à travers le Québec. Le 211 peut être une porte d'entrée pour différents services, ressources, habituellement gratuits, qui sont offerts dans votre communauté. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de toutes les communautés au Québec, mais ça, le 211, c'est important à connaître. Au niveau psychologique, INCA a des groupes d'entraide en personne à Montréal, je pense, et virtuel ou par téléphone. Donc, INCA est aussi une ressource très intéressante à ce niveau-là. Nous, on prend les appels des gens, on va retourner les appels. Des bénévoles peuvent faire un travail aussi à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs types de ressources qui sont disponibles. Et c'est sûr qu'à un moment donné, les centres de réadaptation deviennent la ressource qui est privilégiée quand on a une perte visuelle plus avancée. Les centres de réadaptation, on a mis la liste sur notre site web là, dans toutes les ressources. Il y en a à travers le Québec. Donc, les centres de réadaptation physique sont bien connus. Là, si vous avez une fracture, tout ça, ben, pour la vue, il y a aussi la réadaptation visuelle qui est offerte gratuitement. Toutefois, comme un petit peu partout dans le secteur de santé, on voit une pénurie de main-d'œuvre. Donc, des fois, ça peut prendre un certain temps avant d'avoir des services. Et on peut aussi avoir des services d'aide psychologique en principe, même si on n'a pas atteint une perte visuelle importante. Mais dans tous les cas, la porte d'entrée, c'est l'optométriste qui doit remplir un formulaire qui explique votre situation visuelle, quel est votre état visuel. Mais vous trouverez plus d'informations là-dessus sur notre site web. Donc, pardon. Ici, on a une question, quelque chose qui peut arriver, la surdité et la DMLA. Donc, il peut y avoir une surdité qui est arrivée quand on était jeune, mais dans bien des cas, la surdité peut arriver avec l'âge aussi. Donc, on a à la fois la DMLA et on perd son audition. Là, on l'a aussi, là, on a peut-être un deuil particulier à faire. Ou, David, je ne sais pas si tu as déjà vu ce type de problématique-là chez vos participants. Oui, tout à fait. Le problème de surdicécité, évidemment, est existant. Ça touche encore une plus petite couche des communautés, hein. Ça vient mêler les personnes en surdité et en cécité. C'est particulier. On en retrouve quand même peu à INCA, Québec du moins. Moi, je recommande beaucoup parce que tantôt, tu l'as bien dit, dans les centres de réadaptation, il y a les centres de réadaptation qui sont spécialisés en surdicécité. Pour Oui. nommer un exemple sur le Grand Montréal, il y a l'Institut Raymond Dewar où il y a d'excellents intervenants qui sont là, qui travaillent, tout comme ceux en cécité, ne serait-ce qu'à l'INLB ou Emily McKay ou tous les autres, et qui sont là pour supporter. Nous, à INCA, on ne refuse à personne les services en surdicécité. On est là pour eux. C'est sûr que c'est un enjeu de plus à prendre en considération, mais c'est comme pour tous nos usagers, puis tantôt Hélène l'avait bien mentionné, hein, c'est très personnalisé. La notion d'handicap sensoriel, d'une pathologie, ben, dans une même pathologie, mais nous sommes tous des personnes différentes avec des expressions de symptômes différents. Fait que c'est juste un enjeu à prendre en plus. Et nous, en tant qu'acteurs du milieu, en tant qu'intervenants,
ben, c'est notre devoir de nous y adapter pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Une dernière question. Une dame qui dit j'ai la DMLA humide à 65 ans, l'œil gauche. Dans combien de temps l'autre œil va être atteint? Puis est-ce que je devrais apprendre le braille en prévention ou comme solution? Là, le OK. braille, effectivement, il y a deux questions, là, mais je vous laisse commenter là-dessus, là. OK, ben, je peux commenter pour l'œil de la DMLA humide. Je le redis, c'est pas une. En fait, c'est totalement asymétrique d'un œil à l'autre, d'une personne à l'autre. Vous pouvez avoir la sèche dans les deux yeux. Vous pouvez avoir la humide dans les deux yeux et vous pouvez l'avoir aussi dans un seul œil. C'est pas parce que vous avez la forme humide dans un œil que vous l'aurez dans le deuxième. D'ailleurs, je connais plein de personnes membres de la QDM qui ne l'ont que dans un seul œil. Euh, Généralement, habituellement, c'est le deuxième œil devient humide entre 3 ans, 3 ans et demi après le premier. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon œil gauche est devenu humide 3 ans et demi après le premier, qui était devenu humide 5 ans après la découverte de la forme sèche de la DMLA. Donc, c'est pas parce que vous l'avez dans un œil que vous l'aurez obligatoirement dans un autre. Et pour répondre à votre autre question, là, je vais laisser David répondre. Sur le braille, finalement, est-ce que c'est Oui. pertinent pour nous d'apprendre le braille? Ben moi qui n'ai pas brailliste, et je connais quand même très peu de braillistes dans toutes les gens que je connais dans la communauté des personnes aveugles, je recommande quand même aux personnes qui sont intéressées par le braille de s'y mettre. Maintenant, tantôt, on l'a nommé plusieurs fois, on est quand même grandement chanceux avec tous les apports techniques et technologiques que nous avons, que ce soit avec les télévisionneuses, les revues d'écran sur appareils mobiles ou ordinateurs réguliers. On est très chanceux. Mais le pourquoi du braille, et que je l'encourage pour les gens qui le veulent, c'est que le braille, c'est une compétence. Le braille, tu l'apprends, c'est comme lire. Ça ne te quittera pas. Mon cellulaire, si la batterie meurt, mon niveau d'autonomie est descendu grandement, tandis que mon braille va m'accompagner toute ma vie. Donc, oui, allez-y pour ceux que ça peut intéresser. Mais ça quand même, l'acquisition du braille peut être quand même laborieux parce que faut rester réaliste aussi. Tantôt, Sylvie, tu l'as nommé, dans le milieu de la santé des services sociaux, les spécialistes en pédagogie du braille sont peu nombreux, sont dispersés sur le territoire. C'est laborieux à en avoir, mais c'est possible. Alors, si vous êtes intéressé par le braille, moi, je vous dis juste, allez-y, go. Donc, ça fait partie de la panoplie de tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte de garder notre autonomie, d'agir, de trouver des solutions qui sont adaptées à nous. Et écoutez, le temps passe. Il reste seulement 3 minutes. C'est- Ça passe toujours comme un éclair, ces conférences-là. C'est toujours passionnant d'écouter nos conférenciers. Donc, écoutez, on va devoir conclure. Mais je vous rappelle là, que sur le site web de l'AQDM, vous allez trouver dans la section ressources de notre site web accès à tous nos webinaires qui sont sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de réponses là, sur la question de l'électrophie géographique, les traitements, l'adaptation du domicile, comment s'adapter. L'an passé, on a fait beaucoup de webinaires là-dessus. L'INCA a aussi beaucoup d'informations. Moi, je recommande, sur notre page ressources, on donne aussi des liens de d'autres associations canadiennes, américaines, européennes, qui donnent des informations particulières sur la dégénérescence maculaire. Il y a une richesse d'informations. En même temps, il ne faut pas se laisser ensevelir. La vie continue. On peut avoir une belle vie. On peut avoir une belle vie avec une maladie évolutive comme la nôtre. Donc, je vous rappelle que toutes les personnes qui sont inscrites à notre conférence vont recevoir un courriel d'ici une semaine avec le lien qui amène vers la vidéo de la conférence. Donc, vous pourrez cliquer là-dessus. Vous pourrez toujours le trouver en tout temps sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup, Hélène et David, pour votre participation fort appréciée ce matin. Notre prochaine conférence va avoir lieu le mardi 19 novembre à 10 heures.
virtuelle toujours, puis elle va porter sur les maladies des yeux et le vieillissement. On va parler probablement de la cataracte, du glaucome. Il y a d'autres types là, de maladies qui touchent. C'est parce qu'on peut avoir plus qu'une maladie là, dans les yeux. Et la conférencière va être Dr. José Falardeau, optométriste au conseil de l'EQDM. Les membres de l'EQDM, les personnes inscrites à notre infolette, vont recevoir un courriel pour s'inscrire à cette conférence, mais vous pouvez vous inscrire en tout temps via la page calendrier de notre site Web à cette prochaine conférence et aux trois autres qui vont suivre. Toutes nos conférences sont annoncées et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Avant de conclure notre conférence, je vous invite, si vous le pouvez, à contribuer financièrement à l'EQDM en faisant un don. Et ça, c'est possible par le biais de notre site Web, un don en ligne, un don qui peut être fait par téléphone ou par chèque. Donc, vous pouvez soit appeler à notre bureau ou aller sur notre site Web, à la page Faire un don pour soutenir nos activités. Et écoutez, ça met un terme, il est 11 heures, on est directement sur l'heure. Donc, merci encore à nos conférenciers, merci encore de votre participation. On se dit à la prochaine et au nom de l'équipe de l'EQDM, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.